Alors bonjour à tous, je ne me représente pas puisque j'étais là il y a 5 minutes, il n'y a pas besoin. En revanche, je vais laisser mes panélistes se présenter rapidement. On va continuer sur ce sujet de la formation. On a bien compris qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui nécessite des transformations radicales, un monde qui bouge très vite, qui va nécessiter demain de nouvelles compétences, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles façons de se comporter comme citoyen. Et donc on a demandé à 5 intervenants qui ont travaillé dans ce domaine de la formation et de l'éducation de venir témoigner un petit peu de ces nouvelles façons qu'on a dans les territoires de pouvoir former les individus. Donc on va parler comme ça pendant une trentaine de minutes et ensuite on vous laissera la parole pour leur poser des questions. N'hésitez pas à prendre des notes et à noter vos questions pour pouvoir les poser à la fin. Donc François, peut-être commencer par vous présenter un petit peu. Oui, vous n'avez pas de micro, d'accord. Merci, voilà. Oui, François Ménaud, voilà, je suis avocat. Avocat tout à fait normal, je fais du droit des affaires, mais j'ai une petite spécialité dont je vais parler, c'est les actions que je fais en Afrique, et notamment les actions que je fais en Afrique dans le domaine de la formation liée aux opérations économiques que nous faisons. Je suis aussi professeur de droit à Montpellier, un petit peu au Caire et ailleurs. Merci. Philippe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Philippe Mauguin, le président de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique. Donc, c'est avant tout un organisme de recherche qui est le premier en Europe et le deuxième dans le monde sur nos domaines, l'agriculture et l'alimentation. J'ai vu que vous avez eu plein de débats pendant tout le LH Forum sur agriculture et alimentation, on y reviendra. Donc, pas directement dans la formation, mais quand même très connecté dans nos labos, avec les écoles doctorales, avec les masters et donc dans les territoires. Alexandre. Merci. Alexandre Dana, fondateur de Live Mentor, qui est un organisme de formation en ligne spécialisé dans l'entrepreneuriat. On accompagne des porteurs de projets ou des entrepreneurs déjà lancés. On a accompagné 6000 personnes depuis 3 ans. À 80%, nos élèves sont en dehors des grandes villes et le thème de la conférence me parle à cet égard. Nous, on accompagne en grande majorité des gens qui ne sont pas dans des hubs entrepreneuriaux, justement. Merci. Claude, allez-y. Bonjour, donc moi je suis Claude Terrosier. J'ai créé Magic Makers il y a 5 ans. Et chez Magic Makers, nous, on apprend aux enfants à programmer pour qu'ils apprennent à créer leur propre projet, et qu'ils changent, on va dire, de posture par rapport à la technologie, qui passent d'une posture de consommateur à une posture où tout d'un coup ils se rendent compte qu'ils peuvent créer des projets, qu'ils peuvent faire des choses, et que finalement demain ils aient le pouvoir d'utiliser la technologie pour résoudre la masse de problèmes à laquelle nous sommes confrontés. Et on fait ça pour les enfants de 7 à 17 ans. On a déjà formé plus de 15 000 enfants avec cette méthode pédagogique active. Enfin Vincent. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Vincent Ferté, je suis le directeur du campus du Havre de Sciences Po, un des 7 campus de Sciences Po Paris, qui accueille le programme Europe-Asie de la formation de premier cycle de Sciences Po. Un programme qui est anglophone et qui accueille énormément d'étudiants internationaux. On a cette année plus de 35 nationalités d'étudiants qui sont représentés sur le campus pour une formation donc, de 3 ans, 2 années sur le campus et puis une 3e année obligatoire à l'étranger, à l'issue de laquelle ils sont diplômés donc, de la licence de Sciences Po, le bachelor de Sciences Po. Merci beaucoup. Alors comme vous le voyez, on a encore une fois une diversité d'intervenants qui vont pouvoir nous parler de cette question de la formation sous des angles tout à fait divers. On a de la formation en Afrique, de la formation ici au Havre, de la formation en ligne, de la formation sur des sujets comme l'agronomie. Donc on va couvrir toute une gamme de sujets. Mais la question au centre de cette table ronde, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui on a l'impression qu'il y a un vrai besoin de réformer la façon dont on apprend les choses, dont on les apprend aux jeunes, dont on les apprend aux citoyens, la façon dont on se forme. Et c'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la transition impose un changement dans la façon dont on forme les citoyens et un changement dans les enjeux qu'on leur transmet? Je ne sais pas si vous voulez commencer, peut-être Philippe. Oui, je veux bien essayer. En fait, c'est vrai que la transition ou les transitions écologiques, énergétiques, climatiques, alimentaires, pour ce qui nous concerne, démographiques aussi, c'est des défis mondiaux, c'est des défis planétaires qui impactent tout le monde. La prise de conscience, elle monte à une vitesse grand V, au fur et à mesure d'ailleurs que le dérèglement climatique va plus vite ou que la biodiversité s'effondre. On pourrait donc penser que le bon cadre d'analyse,
c'est la planète, voire c'est l'Europe pour la négociation, les politiques publiques, et que le bon cadre de formation, c'est les bons vieux programmes nationaux, et que la recherche va s'occuper de tout ça. Évidemment, ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que ces changements, ces transitions, à la fois, si on veut les limiter, vont toucher tout le monde, et on doit embarquer tout le monde. Ils vont impacter aussi tous les citoyens de la planète. Les jeunes, et on l'a vu avec le mouvement de ces derniers mois à travers l'Europe et le monde, sont de plus en plus révoltés et impliqués. Et donc, on ne peut pas se contenter de dire que des grands programmes d'enseignement qui vont descendre de l'éducation nationale ou des ministères jusqu'aux jeunes suffisent. Après, la question, c'est comment on articule les échelles. Donc, une pensée globale, parce qu'il faut comprendre ces enjeux, il faut être capable de les observer, de les caractériser, de voir quelles sont les sources d'impact pour imaginer des solutions. Le niveau de l'Europe, pour ce qui concerne un pays comme la France, est évidemment un niveau fort, si on veut aussi que les politiques publiques s'adaptent. Et puis le niveau local des territoires, c'est probablement celui où à la fois on a besoin de comprendre le global et puis de commencer de concevoir et de co-construire des solutions. Et ça, il faut le faire avec les jeunes, donc c'est la recherche, l'innovation, la formation. Et c'est ça dont on doit parler, me semble-t-il, aujourd'hui. Oui, moi je rejoins cette idée des différentes échelles. Enfin, il faut bien voir qu'on est face aussi à une génération maintenant d'étudiants qui sont déjà extrêmement sensibilisés sur ces questions de la transition et qui en fait attendent aussi de l'université ou des opérateurs de formation que nous représentons à la fois des réponses et des clés de compréhension. Donc je crois que là où depuis le XIIIe siècle, en fait, depuis la fondation des universités, où l'université avait un peu ce monopole du savoir de la connaissance, on est, nous, sans cesse, chaque année, remis en question sur les clés de lecture que l'on peut proposer, grâce aux disciplines que l'on enseigne, sur ces questions des transitions, qui sont transitions numériques, énergétiques, et qui renvoient à un certain nombre de réalités. Là où je crois que le territoire est un allié dans les formations, c'est qu'il permet justement d'incarner ce que la recherche essaye de produire en termes de connaissances, ce que la formation, ce que les maquettes pédagogiques essayent de mettre dans un cursus de formation. Le territoire, je crois, vient et cet échelon qui permet des expérimentations et qui permet aussi à rebours de se forger une forme de sens critique par rapport à ce qui peut être des scénarios, une connaissance qui peut parfois être perçue comme étant déconnectée de la réalité. Donc je pense que c'est très important que l'université se replace dans un écosystème avec des opérateurs de recherche, la société civile et des opérateurs de formation. Claude, cette question de l'écosystème d'enseignement, vous percevez comment là-dedans, sur cette question de changer les méthodes d'enseignement, de changer ce qu'on enseigne ? Je pense qu'il est fondamental. Je pense que ce dont on a besoin, en fait, c'est un changement de posture. Moi, c'est vrai que j'ai un angle de vision qui est celui de la technologie. Et on voit bien que la technologie, c'est un outil extrêmement puissant. Enfin, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça nous permet d'être mieux connectés. Mais ça a aussi énormément d'inconvénients quand on ne les maîtrise pas, quand on ne comprend pas. Et ça va très vite, ça change tout le temps. Et donc, et ça va continuer à changer très vite et de plus en plus vite. Donc on a vraiment besoin d'accompagner les gens là où ils sont, à acquérir cette possibilité à changer de posture, à la fois par rapport aux problèmes auxquels ils sont confrontés, puis par rapport à la technologie, à plus être en train de subir les choix qui sont faits par d'autres et à se rendre compte qu'ils peuvent se réapproprier la technologie pour faire leurs propres choix. L'idée, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, les adultes de demain, quand ils auront un projet, ce projet il aura plus d'impact s'ils savent faire leur site web, s'ils savent concevoir autrement les solutions dont ils ont besoin, si en termes d'agriculture, ils sont capables de penser les robots dont ils auraient besoin pour les aider en conservant d'autres tâches pour eux qui sont plus de l'ordre de l'intelligence humaine, on va dire. Il y a vraiment pour moi un changement de posture. Et ce qui est important, et c'est là où je pense que le territoire a toute son importance de le faire à l'échelle d'un territoire, c'est qu'il faut toujours replacer ça dans le sens et le contexte. La technologie, aujourd'hui, on la vit comme quelque chose de global. Des plateformes qui sont conçues dans la Silicon Valley et qui impactent des milliards de personnes. On est, je ne sais plus, 2 ou 3 milliards sur Facebook. Et en réalité, il faut renverser ce paradigme-là et se dire, moi, aujourd'hui, par rapport à ma ville, par rapport à ma commune, comment je peux changer les choses et faire quelque chose qui change la façon dont je vis ici et qui serait plus adapté. Philippe, je voyais réagir avant de la fin. C'était pour l'illustrer effectivement par des exemples, mais notre collègue vient d'en donner un. C'est vrai que les agriculteurs, les agricultrices qui sont confrontés à des sacrés défis et sont dans une situation où longtemps la recherche
amenaient des solutions qui étaient un peu descendantes. L'INRA, les instituts techniques, les chambres d'agriculture. Et ça marche, enfin ça marche encore, heureusement, on amène des solutions, mais de plus en plus, c'est un peu de la co-construction. Sur les pesticides, qui est un gros sujet d'actualité, d'angoisse au niveau international et au niveau national, là où ça marche le mieux, c'est quand on a réussi à associer des fermes pilotes, ce qu'on appelle les fermes défis, avec nos chercheurs de l'INRA, des instituts techniques, pour concevoir les nouveaux systèmes de production, les nouveaux itinéraires. Et sur 3000 fermes en France, on a fait de moins 20 à moins 30% de pesticides concrètement vérifiés dans la vraie vie, et reproduits chaque année sans perte de chiffre d'affaires, ou quand il y avait une perte de chiffre d'affaires, il n'y avait pas de perte de marge brute. C'est-à-dire qu'on a réussi à trouver des solutions écologiques et économiques. C'est beaucoup plus difficile de le faire à l'échelle de la massification. On a plus de mal, vous le savez bien, pour toute une série de raisons, mais quand on fait ça, on y arrive. Et c'est vrai que l'exemple des hackathons qui ont pu être testés, des groupes d'agriculteurs, des groupes de développeurs ou de technologues pour discuter qu'est-ce que peuvent faire les robots pour faire du désherbage à la place du glyphosate, bah, ça ne va pas produire la même chose que si c'était simplement produit par une grande entreprise. Alexandre, allez-y, si vous arrivez à avoir un micro. Oui, je suis super d'accord avec ce que tu as dit, Claude. Moi, je peux vous donner 2 exemples. Donc, j'ai formé 6000 personnes. L'âge moyen d'un de mes élèves, c'est 45 ans. On s'est rendu compte assez vite qu'on accueillait certaines personnes qui avaient beaucoup de retard sur le digital. Et pour ces personnes, on a créé un parcours d'introduction, un parcours en 3 semaines, entièrement en ligne, qui sont vraiment les bases des réseaux sociaux. Et si on ne l'avait pas fait, on aurait continué d'avoir une fracture dans nos effectifs, dans nos classes en ligne, extrêmement forte, qui est la fracture digitale, qui est la différence entre quelqu'un qui arrive pour créer sa boîte en sachant ce qu'est une page Facebook ou un site internet, et quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est et qui se sent dans un désarroi vraiment profond. Et maintenant, si on réagit sur ce qui a été dit tout à l'heure et la différence entre l'approche top-down, ou plutôt les limites de l'approche top-down, moi, je vais vous donner un exemple très concret. Je suis en train de bosser sur une formation « Comment monter son restaurant en 3 mois ». La vérité, c'est qu'entre monter un restaurant à Paris et monter un restaurant au fin fond de la Creuse, ça n'a rien à voir. Le corpus théorique, si on se met dans une posture de formateur, n'a absolument rien à voir. Le prix au mètre carré n'a rien à voir, l'approvisionnement n'a rien à voir, la logistique n'a rien à voir. Donc sur la création de cette formation, on est en train d'essayer d'aller plus loin dans une démarche qui est la nôtre depuis quelques mois, à savoir de solliciter des élèves, de solliciter des membres de notre communauté pour qu'ils co-créent le contenu avec nous. Aujourd'hui, sur ma plateforme, 90% du contenu pédagogique, il a été créé par mon équipe, 10% a été créé par les élèves. J'ai l'ambition d'inverser le ratio d'ici 3 ans. Parce que si on veut vraiment remettre la formation au niveau local, si on veut aller au cœur de la complexité, il est impossible de le faire avec une approche où le prof délivre tout et crée tout seul de son côté. François, de votre côté, vous avez travaillé en Afrique, c'est un contexte qui est un petit peu différent, mais il y a quand même des enjeux importants de transformation. Vous avez aussi eu cette démarche de trouver des méthodes d'enseignement qui soient moins top-down et plus co-construites ? Oui, absolument. Alors d'abord, je donnerai quelques éléments. Donc un territoire, pour moi, c'est un territoire, c'est Djibouti, un territoire d'Afrique de l'Est. Et Djibouti, c'est le port de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est un pays de 102 millions d'habitants et on a besoin d'acheminer l'aide alimentaire. Donc il faut qu'on prenne ça en compte. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ah pardon, on m'entend mieux ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Lorsqu'on a signé le contrat, on a signé un contrat avec l'État djiboutien et donc nous avons une délégation pour décharger l'aide alimentaire, notamment l'aide alimentaire éthiopienne, pendant 30 ans. Donc ça, c'est déjà une première étape. Deuxième étape, nous avons une population en face de nous qui sont des dockers. Alors juste une information, un docker, ça transporte 50 tonnes sur son dos chaque jour. Ça transporte 1000 sacs de 50 kilos. Donc ça, c'est l'élément qu'il faut avoir. Donc, on n'en est plus, nous, à savoir si on va modifier la façon d'enseigner, etc. Il faut qu'on prenne les choses à la base et qu'on forme des jeunes gens pour éviter qu'ils soient un jour appelés à être dockers. Alors, il en faudra toujours, on peut mécaniser petit à petit, etc. Donc là, on a déjà pris cette formation. Et puis ensuite,
on s'est intéressé. Alors, comment on finance? Chaque fois qu'on décharge une tonne de marchandises, on me donne 25 cents. J'ai créé une structure qui est une structure relativement solide juridiquement parce que j'ai pris un trust anglais. Alors bon, c'est plus rigoureux que n'importe quelle association. Et donc, nous avons fait ça à Djibouti. On a récolté 5 millions de dollars en un peu plus de 10 ans. Et parmi les programmes qu'on avait, on avait essayé de faire un programme de microcrédit pour les femmes de dockers djiboutiens. Microcrédit, je travaille depuis de longues années avec Jacques Attali, donc c'est quand même un problème que je connais un peu. Donc on a essayé de lancer quelque chose. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait une sorte d'échec, on n'arrivait pas à sortir. Alors oui, on faisait un peu la nourriture, on faisait un peu les boubous, mais enfin, c'était rien du tout. Et on s'est aperçu, les gens sont venus me trouver en disant, mais tu sais, ils n'ont pas d'idée parce qu'ils n'ont pas de formation. Et donc, nous avons redéployé une partie de l'argent que nous avions récolté, qui normalement devait partir dans les programmes de microcrédit, pour la formation des petites filles. C'est-à-dire qu'on s'adresse à une population de jeunes filles qui ont, enfin très jeunes d'ailleurs, qui ont entre 6 ans et 8 ans, pour les former, pour leur donner des idées, et pour éventuellement, Claude, rejoindre un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on va les pousser. Alors, on fait ça, mais notre départ, ça a été une sorte d'échec. On n'avait pas bien compris qu'effectivement, il fallait une certaine connaissance pour arriver à faire du business, entre guillemets. Voilà, je répondrai à de nombreuses questions après si vous voulez, mais c'est ce qui a été fait. Donc c'est un territoire, c'est le territoire africain, là. C'est intéressant ce que vous dites parce que concernant la formation et tous ces nouveaux enjeux liés à la transition, on entend souvent dire qu'on ne pourra pas résoudre le problème qu'on a aujourd'hui si on ne change pas complètement de paradigme. Et de fait, il y a beaucoup de spécialistes de la formation qui disent que pour changer de paradigme, il y a une nécessité de former dès le plus jeune âge en fait, à toutes ces nouvelles compétences, à tous ces nouveaux enjeux, former à penser totalement différemment, donc d'avoir de nouvelles compétences à apporter, de nouvelles méthodes pédagogiques. Qu'est-ce que vous en pensez, Claude? Je sais que vous formez les enfants assez jeunes sur tous ces sujets-là. C'est une question qui est très importante pour moi parce que justement, quand j'explique simplement ce qu'on fait, je dis qu'on apprend aux enfants à programmer. En fait, c'est faux, on fait bien plus que ça. On leur apprend à créer leur propre projet et on utilise la programmation informatique, d'ailleurs qu'on voit presque comme un média d'expression. Ils vont faire des projets, des jeux où ils vont s'exprimer, ils vont inventer des solutions. On le voit comme un média et on l'utilise comme une opportunité pour les mettre dans une posture déjà de prise d'initiative, parce que quand vous devez faire votre propre projet, vous devez vous poser la question de ce que vous voulez faire. Mon jeu, il va parler de quoi? Mon application mobile, qui va l'utiliser? Pourquoi faire? Donc vous êtes dans la précision de l'intention. Vous allez devoir vous poser la question de comment vous allez le faire techniquement. Un programme, c'est quelque chose qui exécute des instructions à votre place. Donc vous devez vous demander qu'est-ce qui se passe d'abord, puis ensuite. Donc à la fois vous travaillez la logique, mais surtout, en fait, vous êtes en train d'apprendre à prendre un problème complexe, le résoudre en petits morceaux beaucoup plus simples que vous allez pouvoir faire pour les assembler. Et vous apprenez à mener à bien un projet. Vous apprenez que, en fait, quand vous ne savez pas comment ça marche, vous pouvez demander à votre voisin, qui lui a souvent la réponse, que parfois d'ailleurs c'est vous qui avez la réponse qu'il n'a pas, et que donc à deux, vous apprenez mieux, que vous pouvez essayer pour trouver la solution, vous pouvez chercher en ligne. Et en fait, par ces biais-là, on va développer, au-delà de juste la logique de l'informatique et au-delà du changement de posture de je suis capable de faire ce que je veux à la machine, qui est fondamental, on va quand même surtout développer toutes ces soft skills du 21e siècle qui vont permettre, dans un monde qui change super vite, où les applications elles changent tous les jours, où les métiers de demain, honnêtement, on ne sait pas lesquels ils seront, on a besoin en fait que les enfants soient capables de s'adapter, enfin les enfants, donc les adultes de demain, soient capables de s'adapter à un contexte nouveau, d'essayer pour voir ce qui marche, de travailler avec les autres, de définir leurs objectifs et de trouver les moyens d'y arriver. Et ça, c'est presque aussi important que ce changement de posture par rapport à la technologie. Allez-y, de toute façon, après Philippe, je voulais réagir aussi. Oui, avec cette idée derrière que la question pédagogique que pose la question des transitions, c'est aussi celle de la durée et de l'engagement. C'est qu'évidemment, on parle de compétences, de répondre à des problèmes au temps donné, mais aussi d'imaginer les conséquences de nos choix aujourd'hui, les conséquences de demain. Et donc l'enjeu en termes de formation aussi pour nous, c'est de former de futurs professionnels qui vont pouvoir, dans le court terme, répondre aux enjeux de la transition, mais aussi, sur la durée, d'avoir des futurs décideurs, des futurs professionnels qui vont porter ces dynamiques de transition. Et nous, la question qu'on s'est posée à Sciences Po, c'était que, quelles que soient finalement les compétences qui seront transmises à nos étudiants, comment sur la durée, cette notion d'engagement en faveur de la protection de l'environnement, du changement climatique, comment on va essayer de, sur la durée, s'assurer qu'un étudiant qui arrive à Sciences Po puisse être, lui,
nourrie par cet engagement. Et ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne dans un manuel ou dans un cours de 24 heures sur un semestre, la notion d'engagement. Donc, pour connecter avec ces deux notions là, qui figurent dans la thématique de la table ronde, la notion de citoyenneté et de territoire, je crois que là, il y a une sorte de résolution de l'équation, c'est-à-dire qu'en étant sur des projets d'engagement, et nous on a mis en place à Sciences Po le parcours civique qui vise notamment pendant les 2 ans de présence de nos étudiants sur le campus à choisir une thématique d'engagement quelle qu'elle soit. Ça va être de l'entrepreneuriat, ça va être du soutien scolaire, ça va être venir en aide à des populations marginalisées, des projets d'agriculture urbaine et autres. L'idée, c'était aussi, fort d'un savoir disciplinaire, comment pouvoir l'incarner dans un territoire et sur la durée. Donc on leur demande de réfléchir à cet engagement, ensuite de réaliser un certain nombre de stages et aussi de les mettre dans une situation où ils vont activer cette connaissance, rejoindre des structures et accompagner ces structures-là dans la mise en place de leurs projets qui sont souvent en lien avec la transition. Donc je pense que derrière, il faut qu'on se pose aussi la question de la temporalité et que derrière les compétences, il y a aussi une posture, pour revenir à ce qu'on disait au début, et une attitude qui, elle, doit durer le plus longtemps possible. Philippe ? Oui, un peu dans le même esprit, mais pour revenir sur la connexion entre la recherche et la formation, il y a des initiatives qu'on accompagne et qui sont très intéressantes. C'est ce qu'on pourrait qualifier de recherche ou de sciences participatives. C'est-à-dire comment on associe les citoyens, alors qui ne sont pas que jeunes, mais qui sont aussi des jeunes, sur des sujets qui les intéressent, qui peuvent les toucher personnellement. Ça a pas mal démarré dans les recherches médicales, mais ensuite aussi beaucoup dans l'environnement, dans l'écologie, progressivement dans l'agriculture, ça se développe également. Donc, on co-construit les programmes de recherche, beaucoup de boulot, de disponibilité pour les chercheurs qui se mettent à discuter, un peu comme pour l'innovation et la technologie, du programme de recherche avec des acteurs intéressés. Et quand on le fait avec des jeunes, encore un peu plus jeunes, donc on a fait des labos tous chercheurs, plutôt pour des classes de collège ou de lycée, ça marche super bien. C'est super intéressant et ça rajoute une dimension. C'est un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire je suis l'acteur de demain, je réfléchis aux solutions. C'est compliqué, faut comprendre tout un tas de connaissances. C'est en interaction. On a des exemples, un exemple qui est très intéressant qui est sur la maladie de Lyme et toutes les maladies propagées par les tiques, où on a développé des applications sur smartphone participatives. Là, c'est tout citoyen, c'est pas uniquement les jeunes, mais les jeunes y ont contribué pour que les gens qui sont à un moment donné pensent avoir été piqués par une tique prennent la photo, se connectent à un réseau. Ça permet à nos chercheurs d'aller beaucoup plus vite et d'avoir des jeux de données beaucoup plus larges sur tous les territoires. Et donc, ça nous permet d'avancer le front de connaissances. Les gens qui participent à ça sont du coup intéressés à comprendre les programmes de recherche. Et ça, dans les classes. Alors, je ne sais pas à partir de quel âge le faire. Vous travaillez, madame, sur les primaires, mais collège, lycée, ces classes ou ces labos, tous chercheurs, c'est vraiment super. Alexandre ou Claude, si vous voulez répondre sur cette question, changer de paradigme un petit peu. Si on revient à ta question de base qui était pour tout changer, il faut repartir du plus jeune âge. Moi, ce que je constate, en tout cas chaque jour en formation, c'est que je dois déconstruire ce qui a été fait dans le passé. Alors, j'avais publié un article sur Internet qui m'a valu quelques retours un peu chauds, puisqu'il était intitulé « Pourquoi l'éducation nationale ne nous forme pas à lancer un projet ?» Ce qui était, d'ailleurs, je le redis, comme je le disais dans l'article, non pas une critique envers les enseignants de l'éducation nationale, mais plutôt une critique envers le système. Et ce que j'expliquais, c'est que oui, on ne peut pas vouloir créer une entreprise, par exemple, pouvoir lancer un projet associatif ou lancer un projet, quelle que soit sa nature, si on pense qu'il y a un programme. Il n'y a pas un programme. C'est le problème pour moi de la 6e, de la 5e, de la 4e, c'est qu'on commence le début de l'année en septembre, il y a un programme qu'on connaît à l'avance. Mais la vraie vie, c'est pas ça. Il n'y a pas de programme connu à l'avance. Il n'y a pas de test connu à l'avance. Il n'y a pas de classement vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un exercice solitaire de créer une boîte, c'est un exercice collectif. D'où ce que disait Claude, évidemment, l'importance des soft skills, l'importance de la communication non verbale, l'importance de l'écoute, l'importance
du dialogue, l'importance de l'audace, l'importance de l'esprit d'initiative, l'importance du courage. Et En même temps, ça ne suffit pas. Il faut bien aussi une base de connaissances qu'on a besoin d'acquérir pendant la scolarité. Alors, voilà. Si on parle des connaissances, moi je peux te parler des connaissances que je mets dans mes formations. Moi, le constat, après avoir formé 6000 personnes et avoir créé 12 formations remplies de connaissances, c'est que ces connaissances sont acquises, sont retenues, sont assimilées à un niveau différent selon le niveau de soft skills, selon le niveau d'audace, selon le niveau de créativité de la personne. Et donc, je pense qu'effectivement qu'il faut revenir à la formation initiale, qu'il faut revenir au plus jeune âge pour transmettre au maximum ces valeurs-là dans l'enseignement et se concentrer là-dessus plus que sur les connaissances dans un monde où, grâce à Internet, la connaissance est disponible sur n'importe quel téléphone portable. Oui, et c'est surtout que finalement, comme on met déjà beaucoup l'accent sur les connaissances dans notre système, ce qui manque et ce qui a besoin d'être développé, c'est justement tout cet accompagnement sur les soft skills. Et une chose est certaine, c'est que quand on est enfant, on apprend mieux. C'est prouvé par les neurosciences, mais après, juste le bon sens. Enfin, moi, mon mari s'est mis au piano en même temps que ma fille, donc à 35 ans, et elle en avait 5. Eh bien, 7 ans plus tard, elle joue beaucoup mieux que lui. Et il pratique beaucoup plus qu'elle. Et ça, c'est tout ça pour dire que si on a des nouvelles postures à acquérir, des nouvelles façons de voir les choses, des compétences à acquérir sur des façons de raisonner, des façons d'interagir, de décoder les émotions des autres et les siennes pour pouvoir mieux gérer, etc., il faut pouvoir vivre cette acquisition de compétences quand on est jeune. Et ce sera plus facile et ce sera plus bénéfique que si on essaye de rattraper ça plus tard. Ce qu'on est un peu en train de faire aujourd'hui en éducation post-bac ou même en formation continue. D'accord. Un dernier mot sur ce sujet, peut-être, François, avant qu'on passe aux questions. Oui, alors effectivement, j'ai pas tout à fait les mêmes, les mêmes soucis parce que l'éducation, on n'en a pas. Donc là, on commence à zéro et à il faut Djibouti. commencer à Djibouti. Oui, non, là, je parle à Djibouti, non pas l'université de Oui, Montpellier. je voulais juste faire Non, mais là, pour le moment, non, on part à zéro. Et effectivement, on part à zéro sur une population. Alors nous, ce que nous avons comme souci, quand même, c'est un problème culturel. C'est-à-dire qu'il faut arriver à convaincre notamment les familles, d'envoyer les filles à l'école. Et ça, c'est un problème qu'il faut qu'on traite, qu'on prenne à la source, et qui nous prend beaucoup d'énergie. Et il faut qu'on y arrive. Mais ça, c'est effectivement, on est sur une population relativement vierge, que ce soit les jeunes dockers d'ailleurs, ou les filles de dockers. Alors, je ne sais pas comment on peut faire pour les questions, s'il y a des micros qui peuvent circuler. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui auraient des questions à poser ? Je ne vous vois pas très bien malheureusement avec les... Ah, il y a un micro qui est en train de monter là-bas. Présentez-vous bien avant de poser votre question. Bonsoir Marc, j'ai une question surtout à l'intention de M. Mauguin. Très intéressant cet échange et bien sûr tous autant qu'on est ici, on apprécie tout ce qui se dit. J'ai une question, je voudrais remonter un petit peu dans le temps. Comment l'INRA, votre établissement, a pu accompagner aussi longtemps les lobbies industriels, cette agriculture qui nous a menés au mur. Et aujourd'hui, on passe à autre chose, clairement, mais vous avez quand même une responsabilité, votre établissement, dans la conduite, dans le cautionnement de tout système. Alors, l'INRA a créé en 1946, l'immédiate après-guerre, et dans la mission qui lui a été confiée à l'époque, au sortir de la guerre, la mission claire, c'était nourrir la France, augmenter les rendements agricoles. Et on était dans une situation où ce n'était vraiment pas le cas. Et c'est vrai que pendant 30 à 40 ans, ce que certains ont appelé à l'époque les 30 glorieuses, l'agriculture française, puis l'agriculture en Europe, avec la politique agricole commune, a atteint une forme de succès par rapport à cet objectif initial, et la production a largement augmenté. Les effets négatifs de l'ensemble du modèle agricole, on commence de les voir à la fin des années 90-2000, avec, pour plein de raisons que je n'ai pas besoin de rappeler ici. Et l'INRA a fait sa mutation, moi j'étais pas là à l'époque, mais il faut leur rendre justice. La création d'un département environnement et agronomie à l'INRA, c'est à peu près à ce moment-là. Et depuis, les recherches sur l'agroécologie se sont déployées. Après, ça c'est une chose, donc il y a une co-responsabilité, si on veut, évidemment, des scientifiques,
des citoyens, des professionnels, des pouvoirs publics, dans le fait que ce modèle n'a pas évolué assez vite. Maintenant, en tous les cas, il est en pleine évolution. Mais ce n'est pas parce qu'on a déployé des recherches en agroécologie que la transition se fait, évidemment. Aussi simplement que ça. L'exemple que je vous donnais, les pesticides, 3000 fermes pilotes qui sont couplées avec l'INRA, moins 30% de pesticides. Il y en a 300 000 en France et plusieurs millions en Europe qui ne bougent pas à ce rythme. Et donc, la recherche n'a pas tous les leviers non plus. Mais en tous les cas, on n'est pas dans le déni, c'est tout ce que je peux vous dire, et nos chercheurs sont mobilisés pour accompagner les agriculteurs et anticiper les transitions. S'il y a une autre question peut-être? Je ne vois pas du tout, malheureusement, à cause des projecteurs. Non, pas d'autres questions? Alors moi, je vais peut-être en poser une à vous, Vincent, parce que j'en avais une en tête tout à l'heure. Un établissement comme Sciences Po, on le perçoit souvent comme un de ces établissements qui contribue finalement à perpétuer un peu à la fois le modèle dominant, les inégalités, les modes de pensée qu'on a toujours eus. Et en même temps, on voit que cette année, Sciences Po met à l'ouverture de sa rentrée Bruno Latour, qui prône la décroissance, Jean-Marc Jancovici, qui prône la décroissance énergétique aussi dans un sens. Est-ce que c'est pas compliqué pour une institution comme Sciences Po d'aller vers cette révolution éducative et de remettre en cause tous ces codes comme ça aussi rapidement dans un contexte où on a des pétitions d'étudiants pour mettre le développement durable au cœur des enseignements, des pétitions de chefs d'entreprise, de chefs d'établissement? Est-ce qu'il n'y a pas une inertie qui est difficile à surmonter là-dedans? La vocation d'une institution comme Sciences Po, elle est de faire le pari de l'interdisciplinarité et de croire profondément au pouvoir transformateur des sciences sociales, dans leur capacité à s'adapter à la complexité du monde contemporain dans lequel on le vit. Et je crois que justement, vous avez cité tous ces invités là qui ont ponctué nos rentrées solennelles ici sur le campus du Havre. On a lancé d'ailleurs un cycle Océan qui a vocation justement à amener nos étudiants à se poser des questions sur les enjeux maritimes. Je crois qu'il n'y a pas une tradition qui est de maintenir un statu quo. Au contraire, nos étudiants viennent et candidatent à Sciences Po parce qu'ils cherchent des clés de compréhension. Et c'est nous, notre devoir et notre responsabilité en tant que formateurs, de leur montrer que le monde est tellement complexe qu'on ne peut pas y répondre que par la science, que par le droit, que par l'économie, mais qu'on a besoin un petit peu de tous ces outils pour essayer d'élaborer des cadres d'analyse. Et je crois que c'est ce qu'on essaie de faire, en tout cas avec les moyens qui sont les nôtres. Et le pari qu'on a fait aussi, c'est d'ouvrir énormément nos promotions à l'international, aussi à la diversité sociale, avec les conventions éducation prioritaire, pour que justement au sein d'un campus comme celui que j'ai la chance de diriger, on ait cette multiplicité, cette diversité qui permet d'élaborer et de trouver des solutions. Donc je ne crois pas qu'il y ait une contradiction entre ce qui relève d'une image et puis la réalité telle que je la vois, moi en tout cas au quotidien, avec mes 35 nationalités, 15 langues différentes, des étudiants qui viennent des quatre coins de la planète et qui sont tous acteurs, et le dénominateur commun que je constate depuis 3-4 ans, bien avant, mais là c'est vraiment clairement exprimé, c'est cet impératif de la question de se mobiliser et de s'engager pour la transition. Et vous sentez, vous et également tous les autres sur le panel, qu'il y a une transformation des volontés d'orientation des étudiants, que vous ayez par Live Mentor ou par d'autres biais, qu'ils ont plus envie d'aller vers ces sujets de développement durable, qui font des projets qui vont dans ce sens? Vous le sentez ça? Oui, moi juste pour terminer, évidemment, hein, c'est une des motivations premières des étudiants quand ils candidatent à Sciences Po. On a aussi, nous, rénové notre offre de master pour justement poser ces questions-là, en lien avec des approches de type entrepreneurial ou de type juridique. Donc on est, nous, en train d'adapter notre offre de formation à ces réalités-là. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi et qu'on garde en tête que ça prend du temps. Et le temps de l'éducation, c'est le temps long. Comme le temps de la transition, c'est le temps long. Il ne faudrait pas céder à une sorte d'urgence qui nous ferait poser les mauvaises questions et donc trouver peut-être des réponses qui sont pas adaptées. Donc, ouvrons l'université, créons des écosystèmes où dialoguent tout un tas d'acteurs pour qu'on essaye ensemble de trouver des solutions. Alexandre, vous avez ce même constat dans vos formations? Oui, moi c'est croissant. Enfin, parmi mes alumni, je peux citer Yuka, l'application. Ils viennent de votre programme? Ils ont suivi une ou plusieurs formations chez nous. Des marques de thé bio. Je pense également à quelqu'un qui s'appelle Hélène de Vestel, que je salue, qui a monté un bootcamp Zero Waste qui s'appelle Edeni. Et chaque semaine, oui, je vois arriver des entrepreneurs qui
sont très, très, très soucieux du développement durable et qui vont réinventer des activités économiques qu'on ne challengeait pas forcément depuis 50 ans, qui vont se demander comment faire des séquences logistiques qui ne polluent pas, qui sont respectueuses de la planète. Et on compte même lancer une formation axée green business, comment lancer une activité qui a un coût écologique le plus faible possible. C'est aussi un mouvement qu'on sent dans la recherche qui est porté par les jeunes chercheurs et puis il y a les doctorants qui arrivent. C'est à la fois l'évolution des programmes de recherche sur le développement durable, mais la pratique durable de la science. Et le mouvement 1.5 dans la science, c'est comment je m'assure, tout en étant dans les réseaux internationaux, les grands colloques, etc., que je tends vers une science low carbone avec le problème des vols, le problème des ordinateurs, le problème de l'informatique, etc. Donc on va lancer l'INRA, puisque à partir du 1er janvier 2020, on devient l'INRAE, Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Donc ça devient encore plus visible qu'avant. On va lancer un plan stratégique dans lequel la question de la durabilité de la science sera un point central. Est-ce que peut-être il y a une question qui s'est libérée? Ah, là-bas, je vois une dernière question. Ce sera la dernière parce qu'on arrive au bout du temps. Le micro arrive. Bonjour, j'avais une question qui m'est venue suite à l'intervention de Rob Hopkins ce matin qui parlait de créer des imaginaires, de construire des imaginaires. Ça me pose question dans le cadre de la formation parce que je me demande si on va assez loin en fait dans la construction des imaginaires de nos étudiants et de nos jeunes d'aujourd'hui, puisque il me semble, à mon avis personnel, qui n'est peut-être pas partagé, que la croissance en tout cas n'est pas compatible pour moi avec une réduction de notre empreinte carbone, de notre empreinte écologique de l'humanité sur Terre. Et je me demande si on ne devrait pas aussi, dans les programmes de formation, inclure des imaginaires qui pousseraient les étudiants à réfléchir à un monde sans croissance et à développer des idées dans ce projet-là. Et je voudrais savoir si, dans les formations que vous représentez aujourd'hui, il y a ce genre de projet et ce genre d'initiative qui poussent les étudiants à aller dans ce sens. Je pense que Vincent va pouvoir répondre. Oui, merci pour cette question qui est absolument cruciale à mon sens. Je crois qu'il faut qu'on revienne à une vision un peu littéraire de ces choses-là. Et on parlait de compétences tout à l'heure. Évidemment, on a besoin de compétences pratiques sur ce qu'on décrivait tout à l'heure, les soft skills. Mais je crois qu'on a besoin aussi de réinventer des cadres de pensée. Et en cela, l'interdisciplinarité conjuguée à l'imaginaire est certainement une des pistes que l'on doit creuser. Juste pour vous parler de ce qu'on a essayé de faire nous cette année. En effet, je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin d'auteurs de science-fiction. Au milieu du 17e, être auteur, imaginer l'invention de la voiture, c'est une chose. Imaginer que les voitures vont créer des bouchons, c'est une autre. Et on a créé, nous, avec un astrophysicien, Roland Lehoucq, que vous connaissez peut-être si vous êtes intéressé sur ces questions-là, et un auteur de science-fiction, Hugo Bellagamba, un cours qui s'appelle Science et Fiction. Et le propos de ce cours, c'est d'essayer d'examiner en quoi la science peut inspirer l'auteur de science-fiction et en quoi ce qui ressort de l'imaginaire de l'auteur de science-fiction peut à son tour nourrir les scientifiques et la recherche. Je crois beaucoup à ce dialogue interdisciplinaire qui, à mon avis, est extrêmement fécond et doit permettre de se poser des questions qui vont nous emmener sur des échelles temporelles qui sont longues et qui sont absolument nécessaires pour traiter cette question de la transition. Merci beaucoup. Alors on a un petit peu dépassé le temps, donc je vais malheureusement devoir arrêter ici. Je vous remercie et je voudrais qu'on applaudisse nos intervenants d'avoir partagé tout ça avec nous.